Grand Entretien, l'émission politique hebdomadaire de RCJ accueille ce matin Jean-Marie Cavada, député européen, vice-président de l'UDI et du Nouveau Centre. À mes côtés, Nadège Pujak-Herman. Jean-Marie Cavada, bonjour. Bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous. Je précise que vous êtes candidat à nouveau le 25 mai en Île-de-France. On va parler de l'actualité, les Européens, la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II, l'organisation à l'UDI après le départ de Jean-Louis Borloo. On dira un mot de ce sondage paru ce matin dans le JDD. 58% des Français ont toujours besoin de l'Europe. Mais d'abord, on ne vous a pas entendu depuis des mois. Où étiez-vous passé ? D'abord, à Bruxelles, c'est mon métier. 3 semaines par mois, nous préparons en commission, puisque vous savez que les députés ont 3 obligations, s'inscrire dans une commission qui est un portefeuille spécialisé, les transports, l'économie, l'environnement, ce que vous voulez. Ensuite, vous devez vous inscrire dans un groupe politique, et tout ça, c'est Bruxelles. Et puis la 4e semaine, quand les textes sont préparés, analysés, négociés, vous les votez à Strasbourg, du lundi au jeudi, parfois le vendredi à midi, mais la plupart du temps jusqu'au jeudi soir. Et puis, vous savez, je suis quelqu'un qui vient de la société civile et notamment du même métier que vous, du journalisme, et j'ai appris que dans le journalisme, et je dirais très proche, similairement à la société civile, on parle quand on sait. Et quand on ne sait pas, on se tait et on essaye d'apprendre. Voilà un peu ce qui fait que je ne suis pas, en effet, sur le haut du clocher en train de délivrer la vérité tous les matins, car je ne l'ai pas, comme vous avez bien compris. Alors, l'actualité, c'est le pape François qui canonise ce matin, aujourd'hui, les 2 grands pontifes de l'après-guerre, Jean XXIII et Jean-Paul II. C'est bien d'avoir associé ces 2 figures ? Alors, c'est l'affaire de l'Église et notamment du Vatican et de ses dignitaires. Je ne mets pas dans la même époque les 2 figures, mais elles ont en effet, à quelques nuances près, la même caractéristique d'empathie vers ce qu'on pourrait appeler le peuple, c'est-à-dire les pauvres, c'est-à-dire les démunis, c'est-à-dire ceux qui, au fond, ont besoin d'avoir une sorte de lumière qui guide une vie malaisée, difficile, et il y en a dans toutes les religions, vous le savez bien mieux que moi. Par conséquent, je trouve ça plutôt bien, en effet. Et puis, ce pape, il a quelque chose de très étonnant, parce qu'au fond, il est en train de faire la démonstration qu'on peut être un grand prélat sans être de façon permanente, sans avoir le masque de la crise de foi, l'austérité, la grimace, la gravité. Il est grave dans une certaine joie. Il se trouve que je l'ai rencontré il y a très longtemps, cet homme, quand c'était un... Vous parlez bien du pape François, là. Je parle de François, pardonnez-moi, oui. Il était vicaire dans la banlieue de Buenos Aires et nous étions, je crois, dans les années de 77, 78 en réalité même. C'était un peu avant la Coupe du Monde. Et il m'avait fait forte impression. Et on m'avait envoyé le voir justement pour parler de la pauvreté à Buenos Aires et c'était très intéressant. J'aime bien la figure qu'il est et apparemment je suis pas le seul. On l'appelle d'ailleurs le pape des rues. Le pape des rues, oui. Et Jean XXIII, c'est important aussi de le canoniser parce que c'est lui qui a mis en place Vatican II, ce qui a rapproché d'ailleurs les catholiques des juifs, et à la veille de Yom HaShoah, c'est peut-être intéressant de le rappeler. C'est très intéressant de regarder les religions autrement que par le mépris cynique que les formations politiques parfois sous prétexte de laïcité détournent leur regard. Il y a plein de choses qui concernent la vie publique, l'organisation des masses, l'aspiration des gens dans les religions, et notamment le rapprochement que vous venez de faire, madame, il est exact. Jean XXIII, ça a été le pape de la réforme, la mise en route, je dirais le déclenchement de l'organisation de la spiritualité et de l'Église dans le monde moderne. Alors il n'est pas allé jusqu'au bout, le monde a beaucoup changé, et tout ce qu'on veut. Jean-Paul II, JP2 comme moi je l'appelle, c'est vraiment que lui, j'ai vraiment bien connu grâce à Monseigneur Wyszynski, qui était l'archevêque de Pologne au moment du communisme, et que moi j'étais tout jeune journaliste dans les années 70, en décembre 70 d'ailleurs précisément. Ce fut lui le réformateur de l'extérieur, c'est-à-dire non seulement entraînant des catholiques jusqu'à un certain point, car il a été critiqué aussi pour d'autres choses, notamment pour son opposition lors de la pandémie du sida aux préservatifs et à ces choses de protection de la santé. Mais ça a été l'homme qui a organisé la réforme du monde moderne vis-à-vis du communisme. Et ça, c'était vraiment très important. Il y a eu 2 choses pour faire chuter le communisme. Un peu l'ONU, beaucoup Jean-Paul II.
Alors, justement, vous parliez de laïcité. Le fait que Manuel Valls, notre Premier ministre, soit sur place... Je suis gentil quand même, parce que je vous file les transitions un dimanche matin. Je vous remercie beaucoup, monsieur le député. Vous êtes de la corporation. Vous avez l'habitude de faire du journalisme. Alors, la présence de Manuel Valls au Vatican aujourd'hui, est-ce que c'est un coup de canif dans le principe de laïcité dont vous nous parliez justement? Ah non, certainement pas. Moi, je l'approuve tout à fait. Ce serait le contraire d'ailleurs qui serait presque grossier. La laïcité, c'est quoi au fond? C'est la religion des religions. C'est-à-dire, c'est le parapluie qui permet à chaque personne qui se range dans la croyance d'une religion de la fréquenter, de se rassembler, d'exciper, c'est-à-dire de se porter en témoin extérieur de cette foi et de cette spiritualité sans être persécuté par les autorités séculaires dites laïques ou par des groupes d'opposants. Je dis ça dans une radio juive et ça a tout son prix. Et vous savez bien, vous les gens des communautés juives, combien la menace, notamment de l'antisémitisme, fait peser de liberté d'expression publique de la judaïcité et par conséquent la laïcité est un bon rempart de la défense de la judaïcité comme du catholicisme et comme de la pratique musulmane. Et par conséquent, il a raison, je l'approuve. Et il faut être un laïc borné et je dirais presque un peu enfiévré pour le critiquer. C'est le cas du Front de gauche qui le critique en ce moment? Si c'était le seul sujet sur lequel le Front de gauche est enfiévré, on pourrait vivre sans extincteur. Ça n'est pas le cas. Alors, vous avez été présent au moment de la libération des otages français, présent dans les médias pour faire une proposition, c'est le tribunal pénal international pour les ravisseurs d'otages. Est-ce que c'est quelque chose de réalisable? D'abord, je voudrais dire deux choses. C'est une histoire qui m'est proche depuis très longtemps. J'étais directeur général de France, d'Antenne 2 de l'époque, lorsque Philippe Rochaud et ses camarades, Jean-Louis Normandin, etc., ont été pris en otage et j'ai donc eu à gérer les familles. Le samedi, je me souviens très bien, à peu près toutes les semaines, je les amenais déjeuner pour faire le point du petit peu que je savais, car le Quai d'Orsay et les services de renseignement, très actifs, n'étaient naturellement pas très expressifs et ils avaient raison. Le secret est un des éléments de la bonne négociation. Donc je sais la douleur de ces familles et je suis toujours resté très proche, notamment on l'a vu lors de la détention de Florence Aubenas, mais d'autres aussi, Hervé Guéquière et Stéphane Tapponi, enfin bref, tous ces journalistes, pour ne parler que d'eux, car j'ai aussi témoigné auprès d'autres otages, d'autres familles d'otages, qui n'étaient pas journalistes. Et je pense que, s'agissant des journalistes d'abord, des gens des ONG ensuite, et même de dirigeants d'entreprises françaises ou étrangers, qui sont pris en otage contre de l'argent ou qui sont exécutés au motif de je ne sais quelle obscénité politique, il faut que la communauté internationale s'érige en juge moral. Par conséquent, nous défendons aux côtés de Reporters sans frontières l'idée, nous la partageons ensemble, l'idée, et nous allons la faire progresser au sein du Parlement européen, que l'ONU doit élargir les attributions du tribunal pénal international pour que les enquêtes soient lancées contre les preneurs d'otages afin que cela ait aux fesses, si je puis dire, une menace inconditionnelle d'être poursuivi, rattrapé et poursuivi devant les tribunaux avec des peines qui pourraient être extrêmement lourdes, car prendre des otages, c'est non seulement attenter à la vie d'une personne, et certains sont morts, on l'a encore vu récemment, avec M. Rodriguez, mais aussi, je dirais, à ce qu'il représente, c'est-à-dire la masse qui est derrière. Et s'agissant des ONG comme des journalistes, c'est vraiment une prise d'otage de l'opinion publique. C'est tout à fait inacceptable. C'est une invasion. Alors, un journal allemand a dit que la France avait versé 18 millions de dollars pour la libération des journalistes en Syrie. D'abord, est-ce que ça vous paraît crédible, cette information? Ça me paraît tout à fait crédible, comme d'autres fois. Est-ce que c'est la France qui l'a versé? Est-ce que ce sont des États amis? Est-ce que ce sont des entreprises? Je l'ignore, mais c'est une pratique qui a lieu assez fréquemment. Qu'est-ce qui est le plus choquant, alors, qu'on dise que la France, ou une nation amie ou une organisation amie, comme vous dites, verse une rançon, ou que cette information soit publiée dans la presse? Oui, c'est une question sur laquelle je n'ai pas de vérité à opposer à votre question. L'un et l'autre sont moralement analysables. Moi, je place la sauvegarde de la vie des personnes au-dessus du reste. Donc, vous voyez, je suis pas très objectif en réalité, mais je pense que si demain on enlevait un de vos enfants ou un membre de votre famille, on aurait tous le même résultat et c'est pas la peine de faire des ronds de jambes. Il y a deux attitudes. Il y a un certain nombre d'États, par exemple la Grande-Bretagne dit-elle,
dit-elle, j'en suis pas si sûr que ça, mais apparemment c'est ce qu'elle affiche, et on n'a jamais eu la preuve du contraire, qui refuse de payer. Donc vous prenez un otage britannique, il vous reste à le relâcher ou à l'exécuter. C'est affreux, cette histoire. Et puis il y a l'autre... Et en général, ils sont exécutés. Et en général, ils sont exécutés. Et puis il y a l'autre attitude, on négocie. Et vous voyez bien que mon affaire du tribunal pénal international est urgente, parce que c'est là où il faut essayer d'éteindre cette pratique qui est vraiment épouvantable. Alors, les derniers chiffres du chômage, Jean-Marie Cavada, viennent d'être rendus publics. Le chômage est plus ou moins stable, mais en tout cas, il ne diminue pas. Est-ce que c'est bien parti pour le pari de Manuel Valls? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. S'agissant du chômage, il ne faut pas rêver. Si demain vous étiez élu président de la République ou chef du gouvernement, vous n'avez qu'une réforme essentielle à laquelle vous allez appliquer votre énergie pendant au moins 2 ou 3 ans avant de voir les résultats, comme ce fut le cas en Allemagne en 2003 avec Schröder et son conseiller M. Hartz, l'ancien directeur des ressources humaines de Volkswagen, un type tout à fait remarquable qui a été reçu comme un chien sur un jeu de quilles par certains socialistes extrêmes en France, ce qui est une honte absolue, et en plus ils se rendent complices de ranimer le sentiment anti-allemand, ce qui n'est pas très malin. Autrement dit, vous n'avez qu'une réforme à faire, rétablir dans notre pays la compétitivité que nous avons perdue depuis de longues années. Les socialistes excessifs qui ont éteint et ont fait peur aux sociodémocrates sont responsables. Mais avant eux, des gens de droite l'ont été aussi. C'est une maladie qui a 30 ans d'existence. On s'est laissé aller à l'endettement qui éteint la croissance, donc qui fabrique du chômage. Et puis ensuite, nous n'avons pas fait les réformes pour, je dirais, épouser, relever le gant dans la bataille mondiale de la compétitivité. Faut-il pour autant introduire de la misère dans la réforme dont la France a besoin? Non, on peut placer le curseur un peu moins haut que l'Allemagne ne l'a placé. Mais il faut tout faire, c'est un devoir d'urgence nationale pour placer la France dans la situation de rétablir son compétitivité. Le gouvernement Valls a l'air d'en prendre le chemin. Je n'approuve pas ces mesures qui sont beaucoup trop petites, mais j'approuve la direction et c'est pourquoi, au fond, si on me demandait si au Parlement français je voterais ou non, c'est au minimum je m'abstiendrais et même j'en approuverais certaines mesures. Comme un certain nombre de gens de nos collègues centristes, députés français qui centristes, absolument. Qu'ils allaient voter pour le pacte de Oui, responsabilité. écoutez, on ne peut pas critiquer l'absence de réforme et faucher comme une faux sous les pieds des gens la première tentative sérieuse depuis que François Hollande est arrivé au pouvoir d'aligner la France sur le monde moderne, le monde contemporain. Franchement, j'irais même beaucoup plus loin. Je suis partisan d'une alliance de la réforme républicaine, c'est-à-dire que le gouvernement propose 2 ou 3 points fondamentaux d'urgence qui touchent à la compétitivité, vous l'avez bien compris, au financement de la protection sociale, c'est-à-dire la Sécu, les retraites, et comment sont financées les cotisations sociales, n'est-ce pas? Et puis peut-être aussi la décentralisation des pouvoirs, parce qu'en France, tout ça étouffe. Depuis 1968, ça étouffe. Et d'en faire une, je dirais, coalition nationale de la réforme, qui ne compromettrait pas définitivement les partis de gauche et de droite, les sociaux-démocrates et la droite républicaine ensemble. Ils rentreraient dans leur camp à chaque élection, mais qui au moins cesseraient de se batailler comme on le voit de façon si pusillanime et parfois lamentable, alors que le pays est en train de crever, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Le pays est en train de mourir. Regardez Alstom, regardez les industries qui s'en vont, regardez les délocalisations. Mais justement, Alstom, qui pourrait être vendu à l'américain General Electric, ça vous choque? Ce qui me choque, c'est que l'entreprise soit en si mauvais état. Nicolas Sarkozy avait essayé de rétablir en plaçant Patrick Cron et en revoyant le capital, mais il se trouve que le capital familial français n'a pas la souplesse du capital familial allemand et n'a notamment pas le grand soutien des banques publiques régionales d'investissement, comme c'est le cas en Allemagne pour les plus grandes marques d'ailleurs, issues du capital familial, y compris automobile. Et c'est ça qui a manqué, parce que Bouygues n'a pas investi. Bouygues était trop serré au collet par ses propres besoins d'expansion, d'une part sur le marché de la construction, d'autre part surtout sur le marché de la téléphonie et des télécommunications. Et par conséquent, je suis partisan de profiter de l'occasion, y compris si l'État doit prendre une participation significative, y compris si elle doit le faire avec l'État allemand, de réunir Alstom et Siemens et de faire un deuxième géant européen de l'industrie dont nous avons absolument besoin dans la mondialisation, c'est-à-dire en face des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, du Brésil et qui sait encore.
Alors, vous rejoignez un petit peu ce que dit l'économiste Eli Cohen aujourd'hui dans le journal du dimanche. Il dit que nous sommes en train de devenir insignifiants au niveau industriel et comme vous, il propose lui aussi que les Français fassent alliance avec les Allemands pour construire des grands groupes industriels. C'est une absolue nécessité. Mais alors, aujourd'hui, on voit que de plus en plus de députés mettent en cause l'alliance franco-allemande au sein de l'UE. C'est dramatique, Premièrement, oui, c'est dramatique, madame. Premièrement, c'est notre ami Elie Wiesel qui rappelle cette phrase. Les peuples qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à la revivre. Il ne faut pas oublier ça. Nous sommes quelque part, du point de vue de la mentalité des efforts publics, au milieu des années 30. Tout fiers d'envisager le repli d'un pays derrière ses frontières. J'en parlerai si vous le souhaitez tout à l'heure, avec les catastrophes que ça génère. Et je pense qu'on ne peut pas se permettre de tenir ce discours. On doit absolument aujourd'hui faciliter les alliances continentales européennes, ce qui n'enlèvera rien aux Français ou aux Allemands. Les Allemands, après tout, pourquoi ils sont enviés aujourd'hui et même jalousés et même un peu détestés? Parce qu'ils ont fait il y a maintenant 11 ans les réformes que nous n'avions pas fait il y a déjà une vingtaine d'années. Vous savez, l'Allemagne était en très mauvais état avant 2003. Souvenez-vous de la dernière campagne électorale à la fin des années 90 du chancelier Kohl qui disait « L'Allemagne n'a pas vocation à devenir le club med de l'Europe ». Ça voulait dire l'Allemagne ne travaille plus, l'Allemagne ne produit plus, l'Allemagne est un pays de loisirs. Ça va pas. Ils ont fait leurs réformes. Ça a été très douloureux. Il y a eu quand même de grandes grèves de plus de 6 mois de temps. Mais les partenaires sociaux se sont mis autour d'une table et ont négocié. Je te donne ça, tu me prends ça. Et ça a avancé. C'est ça que nous devons avoir la maturité de faire. Il faut une alliance politique de réforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour arriver à ça. Alors, on va parler de l'Europe. Ce sondage de IFOP JDD ce matin, 58% des Français ont toujours besoin de l'Europe. C'est une bonne nouvelle? Alors, il faut aller plus loin, si vous me permettez, Monsieur Malakia, dans ce sondage, parce que pour la défense, pour la diplomatie, pour l'énergie et pour l'immigration, le pourcentage des Français qui préfèrent que ces pouvoirs soient placés dans l'Europe plutôt que dans la France est supérieur à 50%. Ça navigue entre 52 et 58. Et pour ce que vous avez dit, c'est 58 en effet. Donc c'est bien. C'est une très bonne nouvelle. Et par parenthèse, ça donne un peu tort aux marchands de malheur. Et les médias feraient bien, vous me pardonnerez de faire ce petit griffe, ce petit coup de canif à mes anciens collègues, ce ferait bien de ne pas préjuger du résultat en termes de Front National des élections et de regarder l'opinion des Français. Là, il y a quand même 6 Français sur 10. Les journalistes, c'est les sondeurs. Non, mais les journalistes aussi. Je suis désolé de rappeler qu'aujourd'hui, le Front National n'ayant qu'une députée à l'Assemblée, sa leader a fait 6 grandes émissions sur une chaîne publique depuis 2011. Un petit peu de calme, s'il vous plaît, quand même. Monsieur Dupont-Aignan est au même niveau à l'Assemblée nationale. Je ne l'ai pas vu faire 6 grandes émissions pour ne parler que de ça, par exemple. Donc, petite parenthèse, il y a un peu de moralité républicaine à avoir dans la conduite des affaires du journalisme qui parle à l'opinion actuellement. Parce que c'est une période très délicate, bien entendu. Je ne me veux pas professeur de morale, je veux tracer un passage clouté pour ne pas se faire renverser par une foule, je dirais, et un mouvement de repli. Ça, c'est très important. Les élections, elles approchent, les élections européennes, c'est donc le 25 mai et un seul tour, dites-le bien. Un seul tour, effectivement, elles sont incertaines, comme vous dites, il y a un seul tour. Si on veut manifester sa colère contre l'UE, on fait quoi? On vote. C'est pour ça aussi que les sondeurs et les journalistes ont aussi cette attitude. Mais je comprends pas pourquoi on serait en colère contre l'UE. Je parle pas pour moi, je parle j'entends bien, mais je reprends votre phrase. De ce que disent les sondages. Alors celui-là, effectivement, il contredit beaucoup d'autres sondages. Bon, mais en tous les cas, vous, est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir fait des listes communes avec l'UMP, qui peut-être ça vous donnerait plus de force? Écoutez, c'est le choix qui a été, la direction qui a été choisie par le rassemblement des 2 familles centristes qui étaient l'UDI. Enfin, c'est même 3 UDI, radicaux et Modem. Et ma foi, ce choix, il a une cohérence parce que nous sommes des pro-européens absolus et nous n'avons pas, comme c'est pas 2 partis majeurs de gouvernement que sont le PS d'un côté et l'UMP de l'autre, des réticences terribles vis-à-vis de l'Europe. Vous comprenez, le sondage des Français, c'est une fameuse leçon de civisme aux partis politiques. Ils disent, ben voilà, pour la diplomatie, la défense, l'immigration, l'énergie, c'est à l'Europe de traiter ça. Ça s'appelle comment ça? Des pouvoirs régaliens. C'est exactement ce que nous disons. Et je dirais de façon presque un petit peu caricaturale mais forte, entre le Parti socialiste et l'UMP.
Il n'y a pas de grande nuance sur les hésitations, le côté tatillon, la coopération gouvernementale, comme on dit, qui est vraiment, c'est je vais à Bruxelles et je retire les avantages pour rentrer chez moi. Hein. Je dirais qu'entre le Front National et nous, il n'y a pas de vrais grands Européens. Il y a des Européens timides, c'est vrai, je le reconnais. Il n'y a pas de vrais grands Européens. Et nous avons besoin aujourd'hui de placer dans l'Union, de déléguer à l'Union des pouvoirs qu'un État comme le nôtre, et puis d'autres États, même l'Allemagne, sont trop petits pour pouvoir exercer. C'est ça les pouvoirs régaliens. Et en même temps, si on a une raison d'être fâché contre l'Union, comme vous disiez, madame, et vous avez raison, hein, il y a des choses qui sont pas satisfaisantes dans l'Union. C'est pas parce qu'il y a trop d'Europe. C'est parce qu'il y a trop de technocratie, faute d'avoir une politique régalienne. La politique a déserté l'Union, la technocratie s'est engouffrée dedans, il faut renverser cette machine. Alors, sur le Front National, il faut bien reconnaître quand même que ça n'est pas uniquement la faute des journalistes. Tous les sondages maintenant donnent le Front National en tête. Est-ce que ça ne va pas être une secousse de voir le parti de Marine Le Pen et de Jean-Marie Le Pen arriver en premier? Je n'ai pas dit que les journalistes avaient fabriqué le Front National. Je dis que les journalistes ont bien remarqué que le Front National fabriquait de l'audience. C'est là où je mets le doigt sur l'abcès. Et je reviens à votre question. Bien entendu, ce vote du Front National est un vote comme en 1956, les poujadistes et les impôts, 1957, le drame algérien qui plombait les finances publiques et qui introduisait la guerre civile quasiment aux portes de l'intérieur de la France, eh bien c'est un vote de colère. La colère contre quoi? Contre le chômage. Pourquoi est-on au chômage? C'est pas de la faute de Bruxelles. Parce que la France n'a pas fait les réformes qui permettaient à son économie de créer des emplois. Ça fait maintenant 30 ans qu'on n'a plus de très grandes inventions scientifiques. Alors faut pas, en France et même en Europe. Alors faut pas se plaindre qu'aujourd'hui, les métiers des jeunes, notamment dans l'industrie numérique satellitaire, mais aussi dans la recherche biologique, la recherche des nanotechnologies, dans la recherche de qu'on appelle cognitive, c'est-à-dire une des grandes industries médicales de demain, il n'y a pas d'emploi. On a cessé d'inventer. Et les inventeurs français se sont fait breveter ailleurs, en Californie essentiellement. Et donc, nous avons décliné notre destin, nous l'avons laissé dériver comme une voiture sur le verglas. Il faut reprendre en main. Et si on doit être en colère, c'est contre l'État français. C'est aux municipales et aux législatives ou aux présidentielles qu'il faut manifester ça. C'est pas l'Europe. L'Europe, au contraire, elle a aidé les difficultés. Si nous n'avions pas eu la solidité de l'euro, la monnaie française aurait dévalué de 30% vu la lamentable politique de nos finances publiques. Ça veut dire que les classes populaires et moyennes auraient payé d'une perte de 30% leur pouvoir d'achat. Vous connaissez quelqu'un, vous, qui veut travailler 5 heures de temps et toucher 33 €, puisque c'est à peu près 10 € de l'heure? À cause de tous ces problèmes, qu'on craint un taux de participation très faible. Oui, c'est vrai. Le 25 mai. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour réconcilier les Français avec l'Europe? Il faudrait deux choses. Il faudrait d'abord que l'Europe soit moins compliquée et plus claire. Elle a des torts, elle aussi. Vous avez raison de le sous-entendre. Il faudrait une deuxième chose, que les dirigeants politiques français, gouvernants ou opposition, aient le courage de dire le bienfait protecteur de l'Europe et ce que nous devons y apporter pour défendre la France, l'Allemagne, mais la France. Hein, la France, son horizon de protection, c'est plus nos frontières du Rhin et de la Moselle. C'est l'Union européenne dans la mondialisation. Parce que sinon, un pauvre petit pays de 65 millions d'habitants face à la Chine, 1,3 milliard ou presque, qu'est-ce que ça pèse? Rien. Hélas. Hein. Et notre force, c'est nos cerveaux. C'est notre savoir-faire. Il faut donc le moderniser pour qu'il produise des produits compétitifs sur les marchés, car rétablissement des finances publiques égale croissance égale emploi, marché compétitif par des réformes égale produit égale emploi, et s'il y a de l'emploi, il y aura moins de poujadisme et moins de peur, car c'est le marché de la peur qui est exploité par le Front National notamment, et un peu aussi le Front de gauche, faut bien dire. Alors parlons un moment de l'UDI et du nouveau centre. Après le départ de Jean-Louis Borloo, comment vous allez vous organiser? Qui va prendre sa place et serez-vous vous-même candidat? Vous me donnez une idée à laquelle je n'avais pas songé, mais maintenant je vous promets que je vais méditer avec, écoutez, avec le repas du dimanche en famille. Vice-présidente de l'UDI, vice-présidente du nouveau centre, écoutez, à la présidence de l'UDI, non, on a du mal à y croire. Oui, mais croyez-moi, moi je connais mes limites et surtout le rôle que je veux jouer. Et si j'étais amené à jouer une responsabilité encore plus importante à l'UDI, ce serait pour être au service de mon parti sans avoir aucune autre forme d'ambition personnelle. Je ne serai plus candidat à rien d'autre en matière d'élection que celle
de maintenant, c'est-à-dire des élections européennes pour 5 ans et point final. Ce sera d'ailleurs mon dernier mandat. Et après, nous avons désigné par élection Yves Gégaud, qui était le délégué général déjà, comme le président intérimaire, le temps d'avoir un congrès qui élira un président. Il va y avoir plusieurs candidats. Hervé Morin sera candidat, j'entends parler d'autres, genre Lagarde, genre peut-être d'autres que nous ne connaissons pas. Ramayad peut-être. Pourquoi pas, nous verrons bien, oui en effet. Mais je subodore qu'elle sera plutôt candidate à la présidence du Parti radical et qu'il y aura plus de soutien, c'est ce que j'entends dire en tout cas. Écoutez, quand un parti a plusieurs candidats, c'est plutôt moins grave que si c'était Vous avez une préférence? Oui, j'en ai une, mais j'attendrai pour l'exprimer. Alors, la situation en Ukraine, hein, elle dégénère. François Fillon voudrait que François Hollande et Angela Merkel prennent l'avion pour aller voir Poutine. Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup de bien. Il a raison de dire ça. On a commis une grosse erreur en Europe. On en a même commis 2. Alors, je voudrais dire pourquoi erreur. Si j'ai 5 secondes, peut-être faut-il que je sois rapide. Merci. C'est que la sur l'Ukraine, en tout cas. Merci de votre gentillesse. La première chose que je veux dire, on ne peut pas laisser un autocrate ou n'importe qui. Et c'est le printemps des autocrates actuellement. Hein. Orban, qui regarde Poutine avec beaucoup de sympathie dans son savoir-faire, qui a envie de redessiner les frontières de la puissance hongroise. On rêve. Faut pas laisser faire ça. Mais surtout Poutine, que je ne compare pas totalement à Orban, bien évidemment. Poutine qui a des velléités très autoritaires. On ne peut pas laisser un autocrate autoritaire redessiner ni les frontières de Yalta, ni piétiner le mémorandum de Budapest qui garantissait l'intégrité du territoire ukrainien avec la signature de Moscou en dessous, notamment. On ne peut pas le laisser faire. Il faut qu'il vienne à récipiscence. Mais deuxièmement, on ne peut pas laisser l'Allemagne dans le seul tête-à-tête avec la Russie. On a déjà fait souvent dans l'histoire des 2 derniers siècles cette erreur historique. On devrait, Français et Allemands, bras dessus, bras dessous, en tant qu'initiative individuelle, aller voir Poutine et mettre sur la table des conditions en disant que nous serons les négociateurs de l'Europe, les intermédiaires de l'Europe, de l'Union avec Poutine pour essayer d'aboutir à un accord qui soit de bonne foi, c'est-à-dire cesser d'envoyer des militaires déguisés en carnaval noir sans aucun écusson de nulle part, comme si on ne les reconnaissait pas alors que leurs véhicules sont immatriculés à Moscou. Enfin, tout ça, c'est du grand guignol méchant. Et cesser d'aller exciter les populations russophones, qui ne sont pas toutes unanimes d'ailleurs pour rentrer sous l'aile de Moscou. C'est pas vrai, ça. L'Ukraine a d'ailleurs commis l'erreur de supprimer le russe comme première langue vivante des populations. Entre-temps, il l'aurait établi, oui, mais il n'aurait pas dû le faire, ça a été l'instrument de provocation. Toujours est-il que si Poutine a un boulevard pour annexer ses territoires, pour envoyer ses sbires provoquer des manifestations, prendre des otages comme c'est le cas actuellement, pourquoi ne regarderait-il pas la Finlande et les pays baltes bientôt, ce qu'il fera? Oui, mais là, vous rejetez toute la faute, si j'ose dire, sur Vladimir Poutine. Est-ce que de notre côté, nous les Occidentaux, on n'a pas un petit peu charrié aussi en mettant sous la au nez et à la barbe des Russes, en voulant le faire en tous les cas, nos fusées, l'OTAN, enfin Je pense qu'on n'a pas été prudent, vous avez raison de le dire, et qu'on aurait dû trouver là aussi un accord de sécurité de l'Europe dans le grand continent. Que Poutine veuille faire sa fédération de l'Eurasie, après tout, pourquoi pas, mais que pour ça, ils mettent à genoux des pays qui ont leur propre souveraineté, ça, c'est pas acceptable. Alors, on dit toujours l'Europe, c'est l'argument sert souvent de l'Europe, c'est le continent de la paix, c'est le continent du rétablissement de la paix après des siècles de guerre. En attendant, la tension sur le terrain monte quand même tous les jours en Ukraine. Est-ce que l'Europe ne va pas avoir à gérer dans les mois qui viennent une conflagration militaire? C'est une possibilité dont la menace existe. La menace existe réellement. Il y a quand même maintenant entre 40 et 45 000 militaires russes à la frontière nord de l'Ukraine, nord et est, c'est quand même beaucoup. Et deuxièmement, elles sont en manœuvre, c'est-à-dire au fond, il suffit de changer le logiciel du char et elles rentrent en Ukraine. Donc il ne faut pas se tromper. Le Kremlin a mis à la tête de son organisation politique un homme d'un sang-froid, je dirais, à toute épreuve. Son métier précédent, qui ne faisait pas dans l'innocence ni la morale publique, n'était pas sans tâche. Je rappelle que c'était un des dirigeants de l'espionnage du KGB à l'Ouest. Faut me savoir ça. Tel que tu as été formé, tel qu'il t'en reste quelque chose. Deuxièmement,
il me semble que il a bien montré clairement son désir de puissance et que cette puissance doit arriver à récipiscence. La négociation, les élections, la négociation pour faire sa fédération Eurasie, s'ils le veulent et si les pays qu'ils souhaitent avoir dedans l'acceptent. L'Europe n'a pas vocation à dire ce que les Ukrainiens doivent faire. C'est aux Ukrainiens de le dire, mais l'Europe a vocation à défendre les libertés en Ukraine quand elles sont menacées et que l'Ukraine est trop faible pour les défendre elle-même. La dernière question, la question... Pardonnez-moi, pour répondre totalement à votre question, l'Europe doit se préparer à une organisation militaire européenne de sécurité intérieure et de défense de ses frontières à l'extérieur, car si les Russes envahissaient l'Ukraine, il y aurait des perturbations probablement jusqu'à l'intérieur d'un certain nombre de pays qui sont aujourd'hui dans l'Union. Je pense notamment à Roumanie, et peut-être même des difficultés ou des troubles dans l'est de la Pologne. Personne ne veut courir ce danger. La question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information littéraire et en partenariat avec MyBooks, nous vous posons la question, quel est votre livre de chevet? Quel livre lisez-vous en ce moment, Jean-Marie Cavada? Alors moi, je suis un grand, comment dirais-je, carnivore de livres, papivore. J'en lis deux en ce moment. Je vais en terminer aujourd'hui un qui s'appelle Le Collier rouge de Jean-Christophe Ruffin, très jolie histoire. Et puis, je suis en train de réfléchir beaucoup en terminant la lecture d'un livre essentiel pour les 10 prochaines années qui s'appelle La mort de la mort. Voilà, du professeur Laurent Alexandre, qui est un médecin, qui est un énarque. Je me demande même s'il n'est pas polytechnicien. En tout cas, c'est un énarque. Alors, il y a du bon chez les énarques, hein, souvent. Et en tout cas, c'est un livre fondamental sur ce qui va se passer. D'un mot, il dit que le numérique est en train de préempter toute la recherche scientifique des NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, l'informatique, le satellitaire et le cognitif, dont je vous ai parlé en début d'émission, pour essayer de transférer sur des machines l'activité humaine, émotions comprises, dans son ensemble. Et que naturellement, ceci est un horizon quelque part entre 2030 et 2050, c'est-à-dire que nos enfants vont voir ça et leurs enfants auront le nez en plein dedans. Il faut lire ça pour comprendre ce qui est en train de se préparer. C'est une évolution ou pas? C'est une évolution avec... c'est une évolution, mais elle est bonne ou pas? Elle est bonne dans la mesure où la science avec conscience a toujours été bonne. La science sans conscience, comme disait le poète, est une ruine de l'âme. Voilà. Merci Jean-Marie Cavada, député européen, vice-président de l'UDI et du Nouveau Centre, invité ce matin.